Bienvenue dans ce troisième podcast de la série Ce que parler veut dire. Notre podcast aujourd'hui s'intitule La langue du débat. Je vais tenter de résumer nos précédents podcasts. Donc, le langage, c'est une capacité de représentation permettant d'exprimer une impression, une pensée ou un sentiment. Mais c'est aussi en même temps une faculté de signification au moyen d'une figuration. Et c'est enfin un ensemble de signes, d'images, de grammes ou de sèmes résultant de cette figuration. C'est donc un mot polysémique. C'est toute la difficulté. De même que les scientifiques contemporains renvoient à un principe d'incertitude, les mathématiciens à un théorème d'incomplétude, le langage se caractérise par son indéfinissabilité. Parce que pour définir le langage, il faut recourir au langage. Et ce risque, ou en tout cas ce recours à ce langage, expose au risque de la circularité du raisonnement. Et c'est ce qui fait l'intérêt de l'analyse linguistique comparative. Faute de définissabilité, la comparaison est une piste de compréhension parce que la mise en perspective de la ou des façons de dire éclaire la signification. D'où l'intitulé de ce podcast, La langue du débat. Oui, et de deux points de vue. D'abord parce que c'est la comparaison des langues qui importe. Le langage est une première élégance, mais la langue en est une seconde. À l'image de la formule de Jean-Jacques Ampère, la langue est aussi bien une petite musique qui finit en une algèbre qu'une algèbre qui finit en une petite musique. Pour reprendre cette image, la musique est un langage dont les signes sont les notes d'un solfège. Mais le boléro de Ravel n'est pas la flûte enchantée de Mozart, ni encore moins le Moïse d'Arnold Schoenberg. Et il en est de même des langues. De même que chaque composition musicale particulière renvoie à un langage musical universel, chaque langue renvoie à un langage oral universel et à un ensemble de signes, en l'occurrence à une grammaire générale de sons oraux. Chaque langue témoigne à cette opportunité de son élégance particulière, en combinant des sons oraux piochés au sein d'un ensemble relativement réduit de sons universels que nos alphabets somment plus ou moins exhaustivement, et chacune propose à cette occasion des mots résultant de ces combinaisons. Chacun de ces mots est donc aussi bien une composition, à l'image de la composition musicale, qu'une formulation de type algébrique, sinon alchimique. Surtout, chaque langue témoigne ainsi d'une culture particulière, en exprimant et en accompagnant celle-ci, au risque de formater d'ailleurs nos façons de penser et de parler, et en dirigeant notre façon de dire. La pluralité des langues est en ce sens au cœur du débat puisqu'elles fournissent le matériau d'une comparaison. Mais d'autre part, et ce n'est pas anodin, parce qu'il faut aussi choisir une langue parmi d'autres pour présenter cette comparaison. La langue retenue pour le débat sur le dire le dirige, forcément. Et il faut de ce point de vue remettre, si vous me permettez l'expression, l'église au milieu du village. La linguistique contemporaine fait l'objet d'échanges divers qui sont tous énoncés en anglais parce que la langue anglo-américaine est la langue véhiculaire du moment ou la langue de transmission des informations culturelles. Or, la langue anglaise ignore le mot langue que la culture nord-européenne ne conçoit pas et par voie de conséquence, elle ignore et omet ce mot de sorte que la linguistique internationale débat de questions relatives aux langues sans jamais recourir au mot langue, ni d'ailleurs à ma connaissance sans jamais définir le langage. Il n'est donc pas inutile, me semble-t-il, de replacer la langue et le mot français qui la nomme au cœur du débat. Mais la langue anglaise nomme pourtant un language. Oui, mais elle désigne ainsi avec un mot, un seul mot, par ailleurs récemment emprunté, donc forcément réinterprété puisqu'il ne se situe pas dans une histoire traditionnelle, et elle désigne ainsi avec un seul mot et la langue et le langage. Elle les confond, en occultant au passage une distinction que propose la langue française, et en contribuant à cette occasion à appauvrir de ce point de vue l'analyse linguistique. En l'occurrence, elle ne permet pas de signifier que la langue est un cas particulier d'application d'un langage qui renvoie plutôt, pour sa part, à l'universel. On peut donc dire que c'est une différence culturelle. Oui. D'ailleurs, le mot langue n'est pas le seul mot ignoré par les linguistes internationaux en raison du recours à une langue véhiculaire. Parmi d'autres, le verbe réfléchir, par exemple, n'est pas non plus traduisible en anglais, parce que cette langue ne distingue pas réfléchir de penser. De même pour le mot verbe, avec une majuscule. La culture anglaise traduit Jean l'apôtre en disant « In the beginning was a word », donc le mot, alors que la langue française dit « au commencement était le verbe », non pas le mot. De même encore, elle ne distingue donc pas le début du commencement, ni le verbe de la parole, voire la parole de la langue, en se suffisant de nommer un language. Pour l'anecdote, parce que la situation peut parfois être cocasse, à ce même titre, la langue française permet de nommer l'hypothèse d'une langue mère, qui serait une langue première, ne serait-ce que pour la réfuter, mais la langue anglaise nomme seulement une mother tongue,
supposée désigner une langue maternelle. Est-ce à dire que chaque langue, à l'image des langues françaises et anglaises, comme nous avons vu précédemment, signifie différemment en raison de son élégance et d'un vocabulaire particulier? Oui, si l'on comprend que les mots, donc leurs éléments constitutifs, sont des combinaisons grammaticales très précises et non pas ni aléatoires ni arbitraires, et que chacun de ces mots suggère en ce sens avec cette combinaison une signification. C'est peut-être l'un des enseignements majeurs des Grecs. Leur langue, qui ne nommait pas le mot, mais seulement l'onoma de notre onomatopée, donc notre nom, nommait en revanche le nom du mutos ou mutos, dont nous avons conservé, que chacun connaît, le mot mythe. Elle désignait ainsi, avec un seul nom, et le mythe, à la fois le récit et son énoncé. L'intention des Grecs était de rappeler que le récit n'a de sens qu'en vertu des mots ou des dénominations de son énoncé, et qu'à l'inverse, les mots du récit étaient à leur tour d'autant plus significatifs qu'ils devaient être lus selon la perspective proposée par le récit. À titre d'illustration, le nom propre de Sisyphe, par exemple, renvoie à l'absurde, en vertu du récit qui le met en scène, puisqu'il roule indéfiniment une pierre destinée à retomber. Mais il renvoie également à l'absurde parce que la dénomination du héros est la métathèse, donc l'inverse ou le verlan, de la physis, c'est-à-dire la nature des Grecs. Nommé Sisyphe revient à affirmer avec une dénomination que celui-ci tourne le dos à la nature, la physis, et trahit à sa façon et l'omphalos de Delphes et le phallus. De même, nommé Héra, la sœur, l'épouse de Zeus, mais aussi comme lui, l'enfant de Cronos et de Rhea, revient à affirmer, comme le fait Exode, que sa dénomination date le début d'une ère cosmogonique nouvelle ou d'un ordre nouveau, succédant à ceux de ses parents, donc à celle de Rhea, la mère de Zeus. Et sans comprendre cette modification ou ce changement de nom, il est difficile de comprendre l'ordre nouveau d'un poète comme Échille. En d'autres termes, et contrairement à notre lecture parfois trop rapide de la mythologie, puisque nous sommes dans le mythos, l'Aphrodite sensuelle et l'Héphaïstos industrieux des Grecs ne sont pas, contrairement à ce que l'on imagine, la Vénus superbe ni le Vulcain des Latins dans son fourneau. Les dénominations des premières, Aphrodite et Héphaïstos, renvoient prioritairement à la physis des Grecs, leur nature. Ils rappellent que la philia n'est donc pas non plus l'amour des Latins. Et les seconds, Vénus et Vulcain, renvoient pour leur part à la vie d'Ève et au feu des Vestales. Ces divinités, les dénominations de ces divinités ne sauraient être envisagées sans prendre en considération que la langue grecque des anciens, à la différence de la langue latine, ne nommait pas le son V de la vie, donc de l'animation du vivant, auquel elle substituait le plus souvent le son feu, pH, du phénomène physique et de son fonctionnement. Donc si je comprends bien, l'être humain est un législateur, mais ce sont les langues qui nous proposent, voire nous imposent, une législation. Oui, et c'est la raison pour laquelle la linguistique est une affaire de langue autant sinon plus qu'une affaire de langage. Nous comprenons depuis Jacob Grimm et Ernest Renan, deux des pères fondateurs de la linguistique contemporaine, que le grand bond oral de l'humanité a daté l'apparition d'une grammaire générale de quelques centaines de monosyllabes, progressivement devenus des signes sensibles de cette grammaire, quand les bruits des hommes sont devenus des cris. Mais nous comprenons aussi que ce grand bond oral a donné naissance à des combinaisons particulières différentes de ces signes ou de ces sons oraux dont témoignent nos langues. Et au-delà, nous sommes bien obligés de constater que les langues continuent à ce titre à formater nos façons de parler et nos manières de penser. Mais en fait, c'est Babel. Oui, bien sûr, mais là encore, c'est Babel deux fois, dit en français. C'est d'évidence la tour de Babel. Mais c'est aussi, et c'est plus surprenant, le tour de Babel. En l'occurrence, nommer la tour suggère que les langues tiendraient leur pluralité d'une grammaire générale universelle. Quand nommer le tour, on constate que la diversité des langues est source de confusion. Et cette distinction très française nous rappelle au passage, et à nouveau, qu'elle est impossible à traduire en anglais puisque la langue anglaise ne propose pas de genre. Il n'est donc alors pas possible de choisir une seule langue du débat. En tous les cas, il n'est pas d'exclusivité. Chaque langue témoigne d'un choix de grammes, de signes ou de sons oraux. Nous disons aujourd'hui des phonèmes, des sons vocaux qui nomment, en adéquation avec la thèse culturelle qu'elle exprime et promeut, et propose, évidemment en ce sens, des combinaisons qui lui sont propres, quitte à négliger ou à ignorer certains de ces sons. Les langues les plus anciennes, dont nous avons hérité, en donnent de nombreuses illustrations. La langue sanskrite, par exemple, influencée par la langue védique, qui nomme, et écoutez bien le nom, écoutez, Shiva, c'est la divinité androgyne indienne, rappelle significativement et pas seulement phonétiquement les Ish et Hava de la Torah.
En revanche, la langue sanscrite ignore, néglige, en tout cas, mais ignore, je pense, le tsadé hébraïque, soit le son tse, ts, avec lesquels les Hébreux, en revanche, nomment le tsimtsum et l'avènement d'Ève. Les Japonais nomment le tsunami, donc le cataclysme. Certaines langues chinoises nomment le tsuyi de Lao Tse, donc la mutation. Ou bien encore, la langue germanique nomme le tsvein, notre deux, et avec laquelle la langue française nommait autrefois le mot assez, assets. En revanche, parmi les langues contemporaines occidentales, la langue française a des atouts à faire valoir. D'une part, comme nous l'avons vu, d'un point de vue linguistique, la langue française, à la différence des langues germaniques, nomme et distingue donc le langage et les langues, qu'elle différencie de la parole, die Sprache et Speech, et elle distingue le verbe du mot que celle-ci assimile, word to word. De même, à la différence des langues méditerranéennes, elle nomme le mot, qu'elle distingue de la parole que les langues italiennes et espagnoles ne nomment pas, mais assimilent en revanche à la parola et à la palabra. D'autre part, et surtout obtient cette langue française de son héritage gréco-latin et nord-européen, cette spécificité de nommer souvent diversement des notions homologues et de proposer un choix en distinguant par exemple l'animation de la nature latine du fonctionnement de la physique grecque, la vie latine de la biologie grecque, l'âme latine de la zoune et de la psyché grecque, ou le oui approbateur et politique du si de l'assentiment personnel. Et surtout, elle permet de nommer, donc d'envisager avec ses propres mots, la duplicité ou la dualité du Zweisamkeit, de la Zweisamkeit des Allemands, ou la bipolarité du Taiji des Chinois, donc du yin et du yang, a priori intraduisible, alors que l'inverse n'est pas possible. C'est d'ailleurs peut-être au passage une façon d'expliquer aussi pourquoi les Français ne sont jamais unanimes. À l'image des médecins et des politiques sur les plateaux de télévision à l'occasion de la crise Covid, s'opposant des arguments posés avec des mots d'origine grecque, pour les médecins, à d'autres arguments posés avec des mots d'origine latine pour les penseurs et les religieux, et à ce titre, impuissants à surmonter la dispute latine avec un dialogue grec. En fait, discuter de cette langue du débat nous permet de mieux comprendre ce malentendu entre les différentes cultures. Mais sur quoi portera le prochain podcast? Eh bien, on va garder le mot débat et on va garder le mot langue. Nous avons fait la différence entre le début et le commencement. Eh bien, je vous suggère avec le prochain podcast de faire la différence sur le début du débat. Merci d'avoir écouté cet épisode de cette série Ce que parler veut dire, des podcasts pour comprendre les manières de parler et les façons de dire. À très vite pour un nouvel épisode.